Dans la petite ville de Norcross, en Géorgie, rôde un homme odieux, pervers, qui s'introduit chez les femmes seules pour leur voler leurs sous-vêtements. Et le 26 juillet, cet homme croise le chemin de Susana Morales, 16 ans. Cette histoire triste et frustrante se passe lors d'une belle soirée chaude dans le sud des États-Unis. Et cette affaire finira mal, très mal. Quand les policiers seront avisés de la disparition de Susana Morales, ils ne lèveront pas le petit doigt, prétextant qu'il faut attendre 24 heures, voire 48 heures. Et puis après, c'est la panique, parce qu'on sait que c'est les premières 24 heures qui sont les plus cruciales. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Ici, on traite de True Crime et on se penche sur l'aspect judiciaire des affaires criminelles. J'aime savoir comment les accusés vont se défendre. Quelle est leur stratégie? Aujourd'hui, je vous propose de suivre le procès de Bryant Miles et de vous mettre à la place du juré lors de ce procès. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire. En attendant, il va falloir faire abstraction de la frustration générée par la police de Doraville et on plonge au plus profond d'une affaire obscure et hideuse. Le cas de Susana Morales. Susana est née le 24 juin 2006 dans la ville d'Atlanta. Nous sommes en Géorgie. Maria, sa maman, élèvera ses 3 filles seule. Et malgré l'absence du père, elle reste une famille unie. Susana sera élevée dans l'amour, entourée de sa mère, de ses 2 sœurs et de son beau-frère qu'elle adore. La personne qui parlera le plus aux médias lors de cette affaire tragique, c'est Jasmine, sa grande sœur. Susana est la plus jeune. Elle n'a que 16 ans quand les faits tragiques viennent bouleverser la famille Morales. Ses proches disent qu'elle était joyeuse, gentille, un brin sarcastique, mais super passionnée par la musique. Elle adorait chanter, jouer du piano. Elle était très talentueuse. Et pour l'été 2022, pendant ses vacances scolaires, elle s'attaquait au ukulélé. Au lycée, elle a beaucoup d'amis et elle fait partie de l'équipe de cheerleader de Meadow Creek High School. Et nous sommes dans la ville de Norcross, une petite ville. Sa mère a déménagé là-bas, à 40 km d'Atlanta, pour élever ses 3 filles. Elle voulait un lieu calme, tranquille, sécuritaire. La ville de Norcross fait partie de la banlieue d'Atlanta et cette petite ville est entourée de bois. En fait, on est dans la campagne. Juste à côté de Norcross, il y a une autre ville, tout aussi grande, 17 000 habitants, qui s'appelle Doraville. Et au bout de l'avenue principale, il y a l'Interstate 85 qui mène à Atlanta. Norcross est une jolie ville. Elle a le charme des petites villes du sud. Et Susana Morales a grandi dans cette ville. Elle y a fait ses études. Elle y a rencontré ses amis. Elle y a fait sa vie. Et Susana a une vie tout à fait normale. Rien n'aurait pu prédire qu'il lui arrive ce drame. Jasmine dira que sa sœur était responsable, qu'elle ne se mettait jamais à risque. Elle était peureuse. Elle gardait sa mère informée de tous les mouvements qu'elle faisait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fera le 26 juillet 2022. Quand elle se lève ce matin-là, Susana est contente, c'est les vacances scolaires. N'empêche qu'elle doit aller travailler. Elle a pris un petit job pour se mettre de l'argent de côté. Elle rentre chez elle vers 16 h. Puis elle s'assoit sur son lit avec son ukulélé et elle commence à pratiquer. Sa mère dira qu'elle faisait ça tous les jours. Vers 17 h, elle rejoint sa mère dans la cuisine et elle l'aide à préparer le repas. Susana mangera un petit bout parce qu'elle a prévu, ce soir-là, d'aller rejoindre des copines, Alyssa et Kelly. Sa mère lui a donné l'autorisation, elle n'habite pas très loin, à 20 minutes de marche. La famille Morales vit sur la rue Santa Ana, au milieu des arbres. Alyssa et Kelly, elles, vivent dans un complexe d'appartements qui s'appelle Sterling Glen Appartement. Et pour s'y rendre, elle doit rejoindre le boulevard Sterlington, marcher pendant 18 minutes, 20 minutes, pour arriver au Sterling Glen Appartement. Susana a fait ce chemin très souvent. En journée, elle passe par les bois. C'est plus rapide, elle met 10 minutes. Mais quand il fait nuit, elle préfère marcher sur le bord de la route. Sterlington est une rue très passante et elle se sent plus en sécurité pour marcher la nuit.
La dernière fois que sa mère la voit, il est 18 heures. Et elle part, le sourire aux lèvres, un t-shirt jaune et des crocs blanches. Quand elle arrive chez Kelly, il est 18h20. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle texte sa mère pour lui dire qu'elle est bien arrivée. Alyssa les rejoint plus tard et toutes les trois vont passer la soirée à rigoler, s'amuser, regarder la télé, mais surtout, elles vont fumer la marijuana. À 21h40, Susanna décide de rentrer chez elle. Elle texte sa mère pour lui dire qu'elle est sur le chemin du retour. Alyssa, elle aussi, rentre chez elle. Et donc, elles vont faire le bout de chemin qui les amène jusqu'à Sterlington ensemble. Et là, les deux se séparent. Susanna continue à droite, et la dernière fois qu'Alyssa la verra, elle marchait d'un pas rapide. Il était à peu près 21h50. Et puis après ça, plus rien. Plus aucune nouvelle de Susanna Morales. Maria, sa mère, vers 22h30, commence à s'inquiéter. Sa fille n'est pas arrivée. Elle la texte, mais Susanna ne répond pas. Elle essaye de l'appeler, pareil. Personne. Elle attend à 23h30. Toujours pas de nouvelles de Susanna. Maria appelle ses deux autres filles, plus âgées, qui lui disent que Susanna a dû rester dormir chez sa copine. Et que sans doute, comme chaque fois, son téléphone, sa batterie est à plat. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète, qu'elle aille se coucher, et demain matin, Susanna sera rentrée. Maria essaiera d'attendre sa fille sur le canapé, mais elle s'endort. Et quand le matin arrive, avec horreur et effroi, elle se rend compte que sa fille n'est pas arrivée. Elle essaye encore de la texter, de l'appeler, mais pas de nouvelles. Elle rappelle ses deux autres filles. Et là, Jasmine est inquiète. Qu'elle ait découché, ok, mais qu'elle n'ait pas donné de nouvelles, ça, ce n'est pas du tout le style de Susanna. Jasmine, à ce moment-là, a 19 ans et elle vit très près de sa mère, juste à côté. Mais elle est autonome, indépendante. Et elle a une idée. Elle va appeler le petit ami de Susanna, Alex. Elle le connaît, il est gentil, il doit avoir des nouvelles. Ils ne sont en couple que depuis le début de l'été. Jasmine ne l'a vu qu'une seule fois, mais elle l'appelle quand même. Et quand elle l'a au téléphone, elle se rend compte que lui aussi, il est inquiet. Il n'a pas de nouvelles de Susanna, elle ne répond pas à ses messages. Et en plus, dans la nuit, Alex a eu une alerte bizarre sur son téléphone. Et donc Jasmine vient le chercher chez lui et elle le ramène chez Maria. Entre-temps, Maria a appelé la police et quand c'est une disparition, c'est les policiers qui se déplacent là où vit la victime, la personne qui a disparu. Ils veulent prendre la déposition, mais surtout, ils veulent voir dans quel environnement elle vit. Sa chambre, par exemple, quand c'est une adolescente. Mais de cet entretien avec la police, rien ne ressortira. Ils expliquent à Maria et à Jasmine que Susanna a dû fuguer. C'est une jeune fille de 16 ans. Elle a dû rencontrer un jeune homme et le suivre. Et elle doit avoir honte maintenant de rentrer. Il faut juste attendre. Demain, elle sera là. Maria est sous le choc. Elle n'en croit pas ses oreilles. Comment la police du comté de Gwinnett peut lui dire ça? C'est une adolescente calme, sans problème. Et elle est heureuse? C'est sûr, Susanna Morales n'a pas fugué. Donc c'est la famille Morales qui commence à faire le travail des enquêteurs. Ils créent des pancartes, ils publient des flyers. En même temps, le beau-frère est parti arpenter Sterling. Il rentre dans tous les commerces pour chercher des caméras de vidéosurveillance. Mais il n'y a pas beaucoup de commerces sur Sterlington, jusqu'à ce qu'il arrive au petit collège de David King. Et eux, ils ont une caméra devant l'entrée. Et cette caméra capture l'image de Susanna qui marche d'un bon pas. Elle est à moins de 10 minutes de marche. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'elle marche vers sa maison. Elle est en train de rentrer. Maria, avec cette vidéo sous le bras, part chez la police. Mais les policiers sont hésitants. Ils demandent quand même les relevés téléphoniques du téléphone portable de Susanna et aussi sa localisation. Ça, c'est un grand pas pour cette enquête. On est à moins de 24 heures de la disparition de Susanna. Mais là, c'est la seule chose que la police fera. Et c'est grâce au procès que j'ai appris la suite, c'est-à-dire l'enquête policière. On apprend que les policiers savaient que Susanna marchait sur Sterlington Boulevard, entre 22h07 et 22h21. Et elle était en direction de chez elle. Mais à partir de 22h22, le téléphone montre que Susanna fait demi-tour. Mais elle ne marche plus. Là, ils pensent qu'elle est montée en voiture. Et c'est à la vitesse de 40 km/h
Elle sort de Sterlington Boulevard pour prendre Steve Reynolds Avenue. Et c'est là que l'information du petit copain arrive. L'alerte bizarre qu'il a reçue sur son téléphone, elle est confirmée aussi par Kayla, la meilleure amie de Susanna. Les deux ont reçu une alerte sur leur téléphone d'une application qui s'appelle Life 360. Cette application permet aux trois jeunes de rester connectés, de se localiser. Mais elle ne fait pas que ça, cette application. Elle détecte aussi les possibles accidents de la route. Et quand c'est le cas, il y a une alerte qui est transmise aux personnes connectées à Susanna. Et à 22h29, Kayla et Alex ont reçu simultanément une alerte pour un possible accident de la route parce que l'application a détecté un mouvement violent, soudain. Mais après ça, la localisation et l'application montrent la même chose. Le téléphone de Susanna n'a plus bougé. And tell us what we're looking at here. It's still her same location, so it said that she had been there since 10:30, so she's still there. She's still at that location? Yes, ma'am. Okay. And is that the same location where the crash alert you got was located at? Yes, ma'am. Et ils se rendent compte d'une chose, c'est que la batterie de Susanna, la batterie du téléphone, est en train de se vider. Kayla prendra plusieurs photos de l'écran de son téléphone pour savoir où chercher. Parce que durant cette nuit, à 23h30, Kayla a pris la voiture et elle a roulé jusqu'à Steve Reynolds, à l'intersection avec Hawk Lock. Elle s'est arrêtée puis elle a commencé à chercher Susanna. Elle l'a appelée. On est dans la nuit sur le bord de la route. Mais elle ne la trouve pas. Alors elle décide de regarder si au sol il n'y a pas du verre, des débris, les restes d'une collision de voiture. Mais il n'y a rien, elle ne trouve rien. Alors elle se dit que l'application a dû avoir un bug. Ce qui l'inquiète, c'est qu'à chaque fois qu'elle appelle Susanna ou qu'elle la texte, elle n'a pas de réponse. Mais il est quand même 23h30, il n'y a pas eu d'accident, elle s'inquiète pour rien. Elle avisera Alex et les deux vont se coucher. À minuit 22, Kayla prendra une photo de son écran et on voit qu'il ne reste que 1% sur la batterie de Susanna. Mais malgré toutes ces informations, les policiers ne sont pas prêts à enquêter. La famille ne sait plus quoi faire. Elle fait appel aux médias, mais rien. Aucune avancée. On ne sait pas ce qui est arrivé à Susanna. En septembre, la rentrée se fera sans elle. Elle ne sera pas là à Halloween, ni à Thanksgiving. Elle ne rentrera pas pour Noël. Et c'est le 6 février qu'ils reçoivent des nouvelles. Et elles ne sont pas bonnes. Le 6 février 2023, un homme s'est arrêté sur le bord de l'autoroute 85. C'est l'autoroute qui mène à Atlanta. Il a stoppé sa voiture pour se dégourdir les jambes. Ça faisait longtemps qu'il roulait. Et il a vu, à travers les bois, qu'il y avait un sentier. Et il s'est dit qu'il allait emprunter le sentier. Donc il a posé sa voiture et il a marché. Il a marché un bon 400 mètres. Et puis il a pris son téléphone. Il s'est arrêté à un endroit. Et là, il a passé un appel téléphonique. Cela dure 5 minutes, jusqu'à ce qu'il se rende compte que devant lui, en dehors du sentier, il y a des ossements. Il appelle le 911. Et c'est une chance, un miracle, qu'elle ait été retrouvée. Déjà, ce sentier est imperceptible de la route en été, à cause des arbres et des feuilles. On ne peut le voir qu'en hiver. Et puis il a marché exactement la distance qu'il fallait pour trouver ce corps. Le médecin légiste qui est appelé remarque de suite qu'il lui manquera des ossements. C'est rien d'anormal, elle sait qu'il y a plein de rongeurs dans les bois. Et dans ces restes humains, il n'y a pas de sang, de chair. La seule chose qu'elle trouve, ce sont les dents et les cheveux, bruns à la racine et blancs aux pointes. Sinon, elle sait qu'elle va travailler sur les os et avec 10% de cette ossature manquante. Elle sait que l'autopsie va être extrêmement difficile à faire. Et c'est grâce au dossier dentaire qu'elle peut identifier Susanna Morales, retrouvée 6 mois après sa disparition à 30 km de chez elle. C'est la section des homicides qui arrive sur la scène de crime. Et c'est Angela Carter qui est en charge de ce dossier. Mais de suite, grâce aux cheveux, elle sait qui est la personne étendue au sol. Oh, they said that they located hair that was two-toned, the black and the blonde. Sorry. Whew. I really didn't want it to be here.
and that it was curly, and I knew that was consistent with Susanna's hair. Elle remarque de suite qu'autour de la dépouille, il n'y a rien, pas de vêtements, pas de portefeuille, pas de téléphone, rien de personnel. Il n'y a que des os. Elle en déduit que Susana Morales, quand elle est décédée, elle était nue. Il fouille la zone autour du corps et trouve un objet inattendu, un Glock 19, chargé. Il ne manque aucune balle. Ils analysent le numéro de série de ce Glock et ils se rendent compte que ce revolver a été déclaré comme volé. C'est Brian Miles, un collègue à eux, un policier de la ville de Doraville, qui a déclaré cette arme volée le 27 juillet 2022, le lendemain de la mort de Susana. Ce jour-là, Brian Miles a appelé la police de Norcross, là où il habite, pour reporter le vol de son arme et aussi de ses papiers qui se trouvaient dans sa voiture. Oh, I hate to say, I think I left my they ain't smashed the window or nothing. I fucked around, left my door unlocked. On apprend que Miles avait oublié dans la nuit du 26 au 27 juillet de fermer la portière de sa voiture, donc quelqu'un se serait servi. Et puis il demande, ce qui est très étonnant pour un policier, il demande à ce qu'il n'y ait pas d'enquête, de ne pas déclarer la perte de son arme à la police de Gwinnett County, qui supervise toutes les petites polices de tous les petits villages. Lui, il est policier dans la ville de Doraville. Il ne veut pas déranger les inspecteurs pour la perte de son arme à feu. Et c'est ce que fera le policier. Il ne déclarera rien. Le détective Angel Carter, à ce moment de l'enquête, est ennuyée. Elle a un problème. Elle travaille à l'unité des homicides, sauf que le médecin légiste a marqué pour cause de la mort de Susana Morales indéterminée. I'm very suspicious of strangulation, chest compression, suffocation, smothering, something of that nature. And I just do not have the body in a condition where I can prove that or disprove that. Elle ne peut pas cocher la case de l'homicide. Elle n'a pas assez d'informations. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus dur lors d'un procès de prouver qu'il y a eu un meurtre si le médecin légiste n'est même pas sûr qu'il y a eu un meurtre. Le détective Angel Carter ne se démoralise pas et elle continue son enquête. Elle se dit que s'ils ont trouvé une arme près d'un corps, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence. Alors, elle enquête sur Brian Miles, même si c'est un collègue de la police de Doraville. Et en regardant son passé, l'enquêtrice est intriguée, voire confuse. Miles Brian n'a pas de casier judiciaire, mais il a des plaintes à son actif. Surtout quand on parle de jeunes filles. Tout a commencé durant ses études, alors qu'il était un ado, un mineur. Il avait l'habitude de rentrer chez d'autres étudiantes, alors qu'il n'y avait personne chez elle. Il se baladait tranquillement dans la maison et il volait les dessous. Et il a été attrapé pour ça. Et comme il était mineur, ça a été effacé de son casier judiciaire quand il est devenu adulte. Et après ça, après ses études, il est parti dans l'armée, la garde nationale. Ensuite, il a eu une place comme adjoint du shérif dans une petite ville, à Forsyth. Il y reste de mars 2020 à mai 2021, où là, il est engagé dans la police de Doraville. Et alors qu'il commence une nouvelle vie à Doraville, il renoue les liens avec une ancienne amie de collège. Un jour, le voisin d'Alicia Bates lui dit qu'il a capturé des vidéos de sa porte d'entrée, avec la caméra de sa sonnette. Et il lui fait remarquer que Miles se passe souvent, et surtout, il essaye d'ouvrir la porte, à chaque fois. Alors qu'elle est en train de faire la cuisine chez elle, elle entend la poignée de la porte d'entrée qui bouge. Elle y va doucement et regarde par le Judas. Et là, elle voit Miles qui essaye de rentrer chez elle. Discrètement, elle se met dans un coin de son salon et appelle le 911. Okay, do you know this person? Yes, no. Who is it? Miles Bryant. Miles Bryant? When you say he's breaking in, He's at my door trying to get in. so is he like jiggling the door? Is he kicking it? Yes, and pushing up against it. Were y'all in a relationship? No, never. He dated my best friend. Why would he be trying to get into your house? I don't know. I mean, he wouldn't just randomly come to your house. Had y'all been in an argument? No, never, ever. Can you can help me? Call close. No, ma'am, they're not.
Obviously something's going on that you're not telling me. I don't know why that... There's nothing going on that I'm not telling. La police de Doraville ne fera rien. Donc elle décide de mettre une caméra de vidéosurveillance chez elle. Et un jour qu'elle est au travail, elle a une alerte sur son téléphone. Il y a des mouvements à l'intérieur de son appartement. Elle découvre Miles qui évolue tranquillement dans son appartement. On dirait qu'il la cherche. Il passe de pièce en pièce. Elle est terrifiée. Elle sait que c'est un policier. Et dès ce moment-là, elle n'appellera plus le 911 pour signaler les agissements de Miles Bryant. Le harcèlement de Alicia Betts continuera alors que Miles a une petite copine. Il continuera à l'harceler, même après la mort de Susana Morales. Et le détective Angel Carter réouvrera l'enquête du harcèlement subi par Alicia Betts. Et quand le détective Carter lit l'adresse de Miles Bryant, elle en tombe par terre. Il vit dans le complexe d'appartements Sterling Glen, là où habitent Kelly et Alyssa, les amies de Susana, là où pour la dernière fois, Susana a passé sa soirée. Et pour Angel Carter, ce n'est plus une coïncidence. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il ne fait pas que habiter là. Il est aussi agent de courtoisie pour le complexe d'appartements, c'est-à-dire qu'il fait agent de sécurité. Il parle à tout le monde, il peut fouiller. En fait, il est là pour aider tout le monde, pour que les occupants se sentent en sécurité. Je pense qu'ils ont nommé la bonne personne. Et puis le détective a reçu les données du téléphone portable de Miles Bryant. Il a 2 téléphones, un personnel et un pour le travail, donnés par la police de Doraville. Les 2 ont été analysés. Et le soir du 26 juillet, Miles avait les 2 téléphones sur lui. Il est localisé sur Sterlington Boulevard, sur Steve Reynolds Boulevard et dans le bois. Dans le bois où on a trouvé Susana. Il y est resté 2-3 heures. Ils s'aperçoivent aussi qu'il est revenu le matin. Et dans son téléphone personnel, ils trouvent des photos de femmes nues, plein de femmes différentes. Et ils apprendront plus tard que c'est lui qui s'envoyait ces photos. Il volait le téléphone de certaines femmes, il regardait dedans et quand il y avait des photos qui l'intéressaient, il se les envoyait. À leur insu, il prenait une partie de leur intimité. Et d'ailleurs, le 27 juillet, alors qu'il revient des bois, où il a passé 2-3 heures le matin, il s'est arrêté dans une station-service. Quand il paye au comptoir, il demande à l'employé qui viendra témoigner s'il peut emprunter son téléphone parce qu'il a perdu le sien. Et à ce moment-là, il est habillé comme un policier. Donc, sans rechigner, elle lui donne. Et il regardera les photos qu'il y a dans le téléphone. Il trouve 2 photos qui l'intéressent, où elle est nue. Il se les envoie. Il est 10 heures du matin, le lendemain de la mort de Susana, où il vient juste de revenir des bois. Sans doute pour chercher son arme. Et donc, 1 semaine après la mort de Susana, Brian Miles doit être interrogé. Les policiers le retrouvent et profitent de sa position de gardien de sécurité du complexe Sterling Glen pour lui demander de venir témoigner de ce qu'il aurait vu, s'il y avait quelqu'un qui rôdait ou s'il a entendu des gens parler. Mais la première chose qu'il dit, c'est qu'il n'a jamais vu Susana, il ne sait pas qui elle est. En fait, il croit n'avoir vu qu'une seule photo d'elle, après sa disparition, mais il ne l'a jamais rencontrée. Et Miles leur dit qu'il a fait sa propre enquête, avec les gamins du quartier. Mais il n'a rien appris. Et puis, le fait que les policiers soient venus en nombre le chercher, il commence à être nerveux. Un policier dira qu'il tremblait comme une feuille. Et il est amené auprès du détective Angel. Elle commence par lui dire que elle pense que la mort de Susana est reliée au vol de son revolver. Et donc, elle lui demande d'expliquer sa journée. À un moment donné, durant cet interrogatoire, ils arrivent à lui lire ses droits. Et puis, ils reprennent, un petit peu plus agressifs. Elle lui parle de son arme à feu, de son Glock 19, qui a été retrouvé près de Susana. There was actually a gun found out there too. For real? Yeah. And it's the same serial number. He just verified it. It's crazy. I know. Elle lui demande s'il est allé dans les bois. Mais de suite, il dit que non. Et ça, c'est une grosse erreur. Ils lui disent que son téléphone, ses téléphones ont borné dans les bois. Alors là, il se rappelle. Il dit qu'avec sa copine, ils se sont disputés. Et puis, elle est devenue agressive. Donc, il est monté dans sa voiture, puis il est parti. Au hasard. Et elle, sa petite amie, elle le poursuivait. Donc, à un moment donné, il est rentré dans un petit sentier au bord de l'autoroute pour se cacher. Et il a même texté sa copine de cet endroit-là, 3 fois. Miles, Yes. this is where we're at, okay? And I'm gonna be completely honest with you.
your phone records are there, and your gun is found right there as well with your phone, where those 2 phone calls are placed. Help me out. I don't know what you're thinking, but no. Et alors qu'il raconte tout ça, il dit qu'il commence à être nerveux. Le policier en face de lui dit que non, qu'il est nerveux depuis le début. Et il lui demande comment il a fait pour faire monter Susanna dans sa voiture. Mais il nie qu'elle soit montée dans sa voiture. Durant la fouille de la voiture personnelle de Miles, ils ne trouveront pas d'ADN. 6 mois sont passés et il a fait nettoyer sa voiture plusieurs fois. Par contre, ils trouvent des menottes en plastique. Ce sont des menottes spéciales de la police. Mais aucun policier ne les laisse traîner, ces menottes-là. Elles sont attachées à un endroit prévu à cet effet, sur leur uniforme. Elles ne traînent pas comme ça dans leur voiture personnelle. Et après l'interrogatoire, Miles Bryant est mis en état d'arrestation. Et il a 5 chefs d'inculpation. Le premier, c'est meurtre avec malice. Cela ne veut pas forcément dire que c'est prémédité. Cela veut dire juste que c'est intentionnel. Ce n'est pas un accident. Le deuxième, c'est meurtre aggravé. C'est-à-dire que la commission de ce crime a eu lieu pendant un autre crime, qui est le 3e chef d'inculpation, le kidnapping. Le 4e chef d'inculpation, c'est tentative de viol. Et le 5e, c'est la fausse déclaration de la perte de son arme. Plus tard, les policiers iront interroger la petite amie de Miles. Et elle dira que cette histoire de course-poursuite s'est arrivée une fois, mais pas ce jour-là. Elle explique aussi que cette nuit-là, elle était endormie chez elle, seule. À 2 heures du matin, sans faire esprit, il a texté. Elle lui a répondu. Et donc, ils ont communiqué 3 fois. Le dernier texto date de 3h40 du matin. Il lui a dit qu'il était au travail, qu'il était au poste de police et qu'il avait énormément de rapports à remplir. Donc, Miles Bryant n'a pas d'alibi. Et quand le procès débute, en juin 2024, c'est le procureur Brandon Delfin qui commence. Et il explique que Miles, à bord de sa voiture, cherchait une proie ce soir-là. Il a remarqué la jeune Susanna Morales en train de marcher sur le bord de la route Sterlington. Il a ralenti, il s'est arrêté à son niveau. C'est un agent de police, il est en uniforme, elle a dû avoir confiance. Il a dû lui dire de monter à bord de sa voiture et qu'il allait la raccompagner, chez elle. Mais il explique que Miles aurait pu très bien sortir dès ce moment-là son arme à feu. Ça, on ne le saura jamais. Quand elle monte dans sa voiture, il fait demi-tour. Et alors qu'ils conduisent vers son destin funeste, quand ils sont au niveau de Steve Reynolds et de Hoshlock, Miles prend le téléphone de Susanna et le jette par la fenêtre, d'où l'alerte de probable collision sur le téléphone de Kayla et de Alex. Il est 22h29. Là, il roule jusque dans les bois, ou ailleurs, on ne sait pas exactement, mais pour le procureur, il a essayé de la... Elle s'est débattue, il l'a étouffée, et pour lui, c'est la raison pour laquelle elle est nue. C'est parce qu'il y a eu un acte sexuel non consenti. Les choses ne se sont pas bien passées, mais cette partie, ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. Mais Susanna a perdu la vie, ce jour-là, entre ses mains. Ensuite, s'il n'était pas dans les bois, alors Miles l'a amené jusque dans les bois. Il a roulé avec ses phares allumés dans le sentier, puis il l'a jeté quelque part. Et quand il est remonté dans sa voiture, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas son arme à feu. Donc, il a commencé à chercher cette arme, mais il ne l'a jamais trouvée. Il est rentré chez lui, et le lendemain matin, il a recherché son arme en se disant qu'en plein jour, ce serait plus facile. Mais l'endroit où il a laissé Susanna en été, c'est plein de buissons hauts. Il ne l'a pas trouvée. Mais il se dit que ce n'est pas grave. Il va déclarer le vol de son arme, et donc tout guilleret. Il rentre chez lui, il en profite pour s'arrêter dans une station-service et trouver des photos d'une femme nue. Et sa vie continue, comme si de rien n'était. Le procureur dit aux jurés que l'arme à feu est la pièce la plus importante qu'ils ont dans leur dossier, parce qu'ils n'ont plus d'ADN, ils n'ont que les os de Susanna. Quand c'est au tour de la défense, c'est Tracy Drake, qui paraît extrêmement dure, qui prend la parole. Et je peux vous dire que c'est très courageux de prendre la défense de Brian Miles, parce qu'ils n'ont pas grand-chose dans le chapeau. Et dès le début, elle dit que Miles Bryant viendra à la barre témoigner, dire sa propre vérité. Et elle le présente comme un lâche, mais pas un tueur. Et elle a raison, c'est bien un lâche, parce qu'en fait, il ne viendra pas témoigner à la barre. Mais elle a une autre histoire à raconter au jury. Une histoire fantastique, où Miles, ce soir-là, n'avait aucune intention de tuer qui que ce soit. Oui, ce soir-là, il a bien rencontré Susanna sur la route. Il voulait l'aider. Il a vu qu'elle marchait,
sur le trottoir, elle titubait. Alors il s'est arrêté puis lui a demandé de monter, qu'il allait la raccompagner. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'assoit et quand il démarre, elle s'arrête de respirer. Elle fait un arrêt cardiaque. Juste avant, elle venait de lui dire qu'elle avait consommé des substances illégales. Donc Miles se dit qu'elle vient de faire une overdose dans sa voiture. Alors il panique. Il se met à rouler. Il réfléchit, il roule, et au bout de 30 minutes, alors qu'il est sur l'autoroute 85, il aperçoit ce sentier. Il tourne. Il ne sait plus quoi faire. Il est affolé. Il est policier et il a une jeune femme morte sur le siège passager et il ne l'a pas aidée. Il décide donc de laisser son corps là. Et comme c'est un policier, il réalise que Susanna pourra avoir son ADN sur son corps, sur ses vêtements, vu qu'elle est montée dans sa voiture. Alors, il la déshabille. Il enlève tous ses objets personnels pour qu'il n'y ait pas de lien entre lui et elle. Et l'avocate continue. Il a peur. Il a fait de mauvais choix. Il est jeune. Il a 22 ans. Il ne veut pas perdre sa carrière. Et quand il se rend compte qu'il a oublié son arme, qu'il ne la trouve pas, il décide de mentir à la police. Et elle finit en disant qu'il y a autant de preuves qui confirment son histoire que celle du procureur. Miles Bryant n'a jamais tué Susanna. Il ne l'a pas kidnappée, ni essayé de la violer. Par contre, il a menti à la police. Bien sûr, l'avocate de la défense fait référence à la seule chose illégale qu'a fait Susanna ce soir-là, c'est-à-dire d'avoir fumé de l'herbe du diable. Ils s'attaquent à la moindre erreur qu'elle a faite, parce qu'ils se disent que si elle a pu fumer de l'herbe, alors elle a pu prendre d'autres médicaments beaucoup plus forts, et donc de faire une overdose. Et le médecin légiste ne peut pas prouver qu'elle n'a pas pris de drogue. Il compte là-dessus quand les jurés partent délibérer. All right. State of Georgia versus Miles Bryant. Count 1, malice murder. We, the jury, find the defendant guilty. Count 2, felony murder. We, the jury, find the defendant guilty. Count 3, kidnapping. We, the jury, find the defendant guilty. Count 4, criminal attempt to commit rape. We, the jury, find the defendant not guilty. Count 5, false report of a crime. We, the jury, find the defendant guilty. Et c'est sans surprise que Miles Bryant est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, sauf la tentative d'agression sexuelle. Et en juin 2024, la sentence est rendue. Il écope de prison à vie, sans aucune possibilité de parole. Et en Géorgie, c'est 60 ans. Miles ressortira quand il aura 83 ans. Il dira quelques mots, pas beaucoup. Je veux m'excuser auprès de tout le monde et de la famille de la victime. Voilà, c'est tout. Dans cette histoire, dans ce procès, ce que je ne vous ai pas dit parce que ce n'a pas été admis au procès, c'est que dans l'ordinateur de Miles Bryant, il y avait énormément de pornographie. Énormément. Même dans son téléphone. Partout. Et son avocate a réussi à faire enlever ça parce que ça n'a pas réellement de rapport avec les faits du 26 juillet. Tout ça pour vous dire que si j'avais été un juré à ce procès, j'aurais mis Miles Bryant coupable de tous les chefs d'accusation, même d'agression sexuelle. Parce que cet homme, cette nuit-là, s'il cherchait une victime, d'après moi, ce n'était que pour assouvir ses fantasmes sexuels. Pour moi, c'est le motif, la raison. Et même s'il n'y a pas d'ADN, je pense que c'est lui. Il y a le téléphone, sa localisation et son arme. Et aussi ses antécédents. Cet homme prend du plaisir à rentrer chez les autres pour voler des sous-vêtements. Il est sadique aussi, surtout avec Alicia Bates. Il lui fait peur, il n'arrête pas de l'harceler, et il se rend compte que ça ne lui retombe pas dessus. Alors il continue, et il continue de plus belle. Il est tellement sûr de lui. Il se sent légitime d'harceler. Ça augmente sa confiance en lui. Et résultat, quand il va commettre ce crime, il fera énormément d'erreurs. Il croit qu'il est un génie, mais pourtant, je vous assure qu'il est loin de tout ça. En 2024, la famille Morales commence à se battre auprès des autorités, qui ne prend pas en compte la disparition d'enfants ou d'adultes d'origine latine. Et elle arrive les chiffres en main. Il y a une plainte déposée au gouverneur de Géorgie sur les agissements de la police de Doraville, notamment la façon dont ils ont traité le harcèlement qu'a subi Alicia Bates. Parce que si la police de Doraville avait fait quelque chose, il se peut que Brian Miles
et réfléchit à 2 fois avant de faire monter la belle et jeune Susana Morales dans sa voiture. Elle aurait pu être vivante et maintenant majeure. Et voilà, j'espère que vous avez aimé être dans la tête d'un juré. Dites-moi dans vos commentaires si vous connaissiez ou pas cette affaire, mais avant tout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard.